suis Laurent Sabal, je suis pneumologue à Bicêtre. Je m'occupe plus spécifiquement des soins intensifs à Bicêtre, mais pas que. L'hôpital de jour, consultation. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc là, on va parler des stratégies thérapeutiques. Pour revenir sur le topo précédent qui est important pour la suite, on a parlé de la démarche diagnostique dans l'hypertension pulmonaire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la démarche diagnostique est absolument essentielle et doit être absolument complète pour pouvoir bien identifier les mécanismes de votre hypertension pulmonaire. Parce que l'hypertension pulmonaire, ce n'est pas une seule maladie, hein, mais l'hypertension pulmonaire peut avoir des mécanismes extrêmement variables et s'associer à des pathologies extrêmement variables. Et donc, la décision de prise en charge ne peut se faire que si on a un diagnostic extrêmement précis de votre hypertension pulmonaire. Alors, la prise en charge des hypertensions pulmonaires, elle repose sur trois éléments importants. Le premier élément, c'est les mesures générales, ce qu'on va appeler les traitements symptomatiques. Le deuxième élément, l'élément, on va dire, presque le plus important, c'est l'utilisation et comment on va utiliser ce qu'on appelle les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Et le troisième élément qu'on oublie parfois et qui est très important, c'est de toujours, lorsqu'il y a une pathologie associée à votre hypertension pulmonaire, prendre en charge, bien sûr, la pathologie associée à votre hypertension pulmonaire, la pathologie qui a provoqué le développement de votre hypertension pulmonaire. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, très souvent, la prise en charge de l'hypertension pulmonaire, c'est une prise en charge multidisciplinaire et c'est un dialogue permanent entre le médecin expert de l'hypertension pulmonaire et le médecin éventuellement qui suit la maladie causale à votre hypertension pulmonaire s'il y en a une. Deuxième point de généralité important, c'est que la stratégie thérapeutique qu'on va initier, qu'on va faire évoluer, elle doit toujours être établie par un centre expert. D'accord? Donc un centre qui fait partie du réseau français de l'hypertension pulmonaire. Ça, c'est très important. Lorsque vous êtes pris en charge pour une hypertension pulmonaire, vous êtes pris en charge par votre médecin traitant, bien sûr. Vous êtes pris en charge par un centre de compétences ou un centre de référence de l'hypertension pulmonaire, mais vous faites partie aussi d'un réseau maladies rares. Et donc, vous êtes pris en charge par un réseau maladies rares. Et ça, c'est très important parce que cette communication dans la prise en charge des patients au sein du réseau, elle a toujours été forte, elle a toujours existé dès la création du réseau français de l'hypertension pulmonaire, mais elle est de plus en plus structurée et on va dire qu'elle est de plus en plus professionnalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en permanence organisé des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ces réunions, elles peuvent être organisées localement au sein de votre réseau, au sein de votre région, ou alors elles peuvent être organisées au niveau du centre de référence lorsqu'il y a une forme spécifique de l'hypertension pulmonaire, comme l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique par exemple, ou alors, dans les cas les plus complexes, elle peut faire l'objet d'une discussion en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire nationale, organisée par la filière pulmotension au sein de la filière Respifil. D'accord? Donc, toutes ces stratégies thérapeutiques, elles sont basées sur des recommandations, elles sont basées sur votre forme d'hypertension pulmonaire et elles peuvent faire l'objet de discussions, de réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont extrêmement bien structurées au niveau du réseau français de l'hypertension pulmonaire et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, si on prend sur le premier point, des mesures générales de votre hypertension pulmonaire. Je commence par ça parce que ces mesures générales, finalement, elles ne vont pas tellement dépendre de la cause de votre hypertension pulmonaire. Ces mesures générales, elles ont surtout pour objectif de traiter les conséquences de l'insuffisance cardiaque droite ou de l'hypertension pulmonaire sur les échanges gazeux ou éventuellement donc sur la fluidité du sang. Donc premier point, les anticoagulants.
Les anticoagulants, donc vous savez, c'est des traitements qui fluidifient le sang et qui contribuent à prévenir la formation des caillots sanguins. Les anticoagulants, il y a encore 10 ans, on les mettait de façon systématique pour toutes les formes d'hypertension pulmonaire. Les choses ont évolué. Désormais, les anticoagulants, ils sont bien sûr absolument nécessaire lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, donc liée justement à la formation de caillots et d'obstruction des vaisseaux pulmonaires. Il y a une session spécifique pour ça, animée par Xavier Jaïs. Donc là, il n'y a pas de discussion et les anticoagulants sont indiqués. Pour les autres formes d'hypertension pulmonaire, on utilise de moins en moins les anticoagulants de façon systématique. Et donc, on va les garder uniquement s'il y a une autre indication à utiliser les anticoagulants ou dans des cas spécifiques. Mais globalement, les anticoagulants qui faisaient partie de façon systématique du traitement des mesures générales avant sont de moins en moins utilisés de façon systématique dans les différentes formes d'hypertension pulmonaire, sauf la forme thromboembolique chronique. Deuxièmement, les diurétiques. Les diurétiques, ils sont là pour traiter la rétention d'eau et de sel liée à l'insuffisance cardiaque droite. Tout le monde n'a pas de traitement diurétique. Si la fonction ventriculaire droite est bien conservée, qu'il n'y a pas de rétention, il n'y a pas besoin de mettre de diurétique. Dès lors qu'il y a des signes de rétention, on va mettre un traitement diurétique dont les doses nécessaires vont être extrêmement variables d'un individu à l'autre en fonction donc des besoins. Lorsqu'on met un traitement diurétique, ces traitements diurétiques, il doit être toujours associé à un régime pauvre en sel pour justement limiter la rétention hydrosodée. Donc il y a différentes formes de diurétiques. Il y a les diurétiques qu'on appelle de l'ANS, le furosémide, le Lasix. On a des spironolactones, on a les diurétiques thiazidiques. Il y a différentes formes de diurétiques qu'on peut éventuellement associer les uns avec les autres. Donc ça, c'est un traitement, plus de 50% des patients ont un traitement diurétique et c'est un traitement qui a un impact assez important pour vous, hein, puisque évidemment, ça va créer une diurèse derrière et donc ça peut être éventuellement parfois handicapant, d'autant plus quand on garde une activité professionnelle. L'oxygénothérapie, donc l'apport d'oxygène, là encore, il n'est pas du tout nécessaire chez tous les patients. Ça va dépendre effectivement s'il y a un manque d'oxygène, un défaut d'oxygénation du sang. Et ça va dépendre des formes d'hypertension pulmonaire. Ça va dépendre de s'il y a ce qu'on appelle un foramen ovale. Il y a plein de paramètres qui vont éventuellement venir altérer l'oxygénation du sang. Mais cette altération d'oxygénation du sang, elle n'est pas du tout systématique chez toutes les formes d'hypertension pulmonaire. Et donc, on va proposer l'oxygène que si on a des critères bien définis pour proposer cette oxygénothérapie, donc de longue durée ou bien à l'effort. Alors ensuite, donc ça c'est pour les mesures, on va dire générales. On peut bien sûr ajouter là-dessus, et c'est très important, mais je crois qu'il y a également un topo spécial sur ça, c'est la vaccination. Hein, toute pathologie respiratoire chronique, que ce soit l'hypertension pulmonaire, que ce soit d'autres pathologies, nécessite d'être protégée au mieux de toutes les infections possibles, la grippe, le pneumocoque et bien sûr la Covid. C'est absolument essentiel. Ensuite, on va parler donc des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, donc les traitements qui sont vraiment dédiés à traiter l'altération de la vascularisation pulmonaire. Sur quoi on va se baser pour décider de la stratégie thérapeutique? On va se baser sur 3 critères essentiels. D'abord, le type d'hypertension pulmonaire que vous avez. La stratégie thérapeutique, elle ne va pas être la même en fonction du type d'hypertension pulmonaire. Donc, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir exactement le même traitement que le voisin ou la voisine. Il y a plein de formes différentes d'hypertension pulmonaire. La stratégie thérapeutique va être différente. Deuxièmement, ça va dépendre de la sévérité de l'hypertension pulmonaire. Et ça, les outils pour pouvoir évaluer la sévérité de l'hypertension pulmonaire se sont beaucoup développés. C'est surtout l'utilisation de ces outils qui s'est développée sur les 10 dernières années pour pouvoir faire à tout moment, au moment du diagnostic,
mais également au moment du suivi, ce qu'on appelle une stratification du risque. Et on va se baser sur cette stratification du risque pour pouvoir adapter notre prise en charge. Donc la sévérité de l'hypertension pulmonaire est absolument essentielle. Et il y a un troisième point qui est également important, c'est ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les comorbidités en particulier cardiovasculaires ou respiratoires, le fait d'avoir un diabète, une insuffisance rénale chronique, une hypertension artérielle, une maladie parenchymateuse pulmonaire, etc. Toutes ces comorbidités également peuvent également influencer la prise en charge thérapeutique, influencer la réponse au traitement, influencer la tolérance au traitement. Donc ces trois points sont absolument essentiels pour nous pour pouvoir vous proposer donc une prise en charge qui soit adaptée. Et je vais rajouter un dernier point qui est très important, c'est les essais thérapeutiques, bien sûr. Vous savez très bien que le développement des traitements d'hypertension pulmonaire, il a pu se faire parce qu'il y a eu des essais thérapeutiques. Et par exemple, le développement des nouveautés thérapeutiques actuelles, comme le sotatercept par exemple, il a pu se faire parce qu'il y a eu des essais thérapeutiques. Et donc c'est du rôle de chacun des centres de compétences, du centre de référence de réseau d'hypertension pulmonaire, de participer à ces essais thérapeutiques, parce que sans essais thérapeutiques, il n'y a pas d'innovation thérapeutique, et ça c'est extrêmement important. Et donc effectivement, au cas par cas, en fonction de votre situation, on regarde si éventuellement vous pouvez être candidat à un essai thérapeutique et on vous propose éventuellement, si c'est possible, que vous participiez à un essai thérapeutique si vous répondez aux critères de l'essai thérapeutique. De façon éclairée, on vous explique et ensuite, évidemment, vous faites le choix de participer ou pas participer. Mais ça, c'est du rôle de chacun des experts de l'hypertension pulmonaire de pouvoir faire avancer ces essais thérapeutiques également. Quels sont les acteurs dans votre prise en charge? Il y a plein d'acteurs dans votre prise en charge. Il y a évidemment le pneumologue ou le cardiologue qui fait partie du centre de compétences ou de référence de l'hypertension pulmonaire qui vous prend en charge. Il y a le médecin traitant, très important également, pour vous suivre au quotidien. Et il faut qu'il y ait un lien entre votre médecin traitant et le centre de compétences. Et ensuite, tout va dépendre de votre forme d'hypertension pulmonaire. Lorsque votre hypertension pulmonaire est liée à une maladie causale, la sclérodermie, une maladie hépatique ou autre chose, il y a toujours un dialogue permanent également entre l'expert de l'hypertension pulmonaire et le médecin référent de votre maladie causale. Ça, c'est très important. Et évidemment, on va intégrer les infirmières, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, les aidants, etc., etc. Deuxième point important, donc le premier point, le type d'hypertension pulmonaire. Sur ma présentation précédente, donc, j'ai expliqué la démarche diagnostique de l'hypertension pulmonaire qui doit aboutir donc à une identification ou la non-identification d'une maladie causale ou d'un mécanisme qui a favorisé le développement de votre hypertension pulmonaire. Sans ça, il n'y a pas de prise en charge thérapeutique possible ou de stratégie thérapeutique possible. Et donc, on classe votre hypertension pulmonaire. Si vous êtes dans ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, donc la véritable HTAP, qui peut être idiopathique, qui peut être génétique, qui peut être associée à des maladies causales, là, il y a une place pour les traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a éventuellement une discussion sur le traitement de la maladie causale. Et ensuite, c'est un groupe, évidemment, où il y a actuellement beaucoup d'essais cliniques pour pouvoir progresser dans la prise en charge. Si c'est un groupe 2, ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire post-capillaire liée à de l'insuffisance cardiaque gauche, là, c'est complètement différent. Le traitement, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche. Là, il n'y a pas d'indication pour l'utilisation des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, mais il y a des essais thérapeutiques en cours. Si on est dans le groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire associée à une maladie respiratoire sous-jacente, que ce soit une fibrose pulmonaire, que ce soit une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le traitement, là encore, il va être basé avant tout sur le traitement de l'insuffisance respiratoire. Dans ce groupe-là, de façon globale, il y a peu ou pas d'indication au traitement spécifique de l'hypertension pulmonaire pour le moment, mais il y a des innovations thérapeutiques en cours, il y a des essais thérapeutiques en cours, et il y a des traitements qui semblent montrer éventuellement
un intérêt dans ce groupe spécifique, en particulier dans la fibrose pulmonaire, mais qui est pour l'instant en cours de développement. Dans le groupe 4, les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques, là, il y a un atelier à part pour ça. Alors là, on est sur une prise en charge complètement spécifique. On va discuter de la possibilité de la chirurgie, de l'endartérectomie, des angioplasties pulmonaires, traitement médical. Donc là, c'est à part, je ne vais pas en parler. Et le groupe 5, c'est des maladies beaucoup plus complexes, où là, la prise en charge va être basée surtout sur la maladie causale. Donc vous voyez, avant de définir une stratégie thérapeutique, on a besoin de savoir précisément de quoi on parle, de quelle forme d'hypertension pulmonaire, est-ce qu'elle est liée ou pas à une maladie causale. Et à partir de là, donc, on va décider d'une stratégie thérapeutique, on va décider d'utiliser ou non les traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire, et surtout, on va décider si on en utilise un, deux en association, éventuellement trois en association. Donc, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, il y a trois classes de traitements disponibles dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, qui sont les traitements oraux, avec deux molécules disponibles en brisantan ou le bosantan. On a les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, qui sont là encore des traitements oraux, deux traitements disponibles, sildenafil, tadalafil. Dans un peu la même classe thérapeutique, on a ce qu'on appelle les stimulateurs de la guanylate cyclase, comme le riociguat, qu'on va utiliser essentiellement dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, mais pas que. Et la troisième classe, donc les analogues de la prostacycline, qui sont là des traitements plus complexes, mais qui restent les plus efficaces dans certaines formes sévères. Donc l'époprosténol sur cathéter tunnelisé, le Vélétri, ou alors le tréprostinil en sous-cutané, le rémodulant. Et enfin, on a la forme orale des agonistes des récepteurs de la prostacycline, comme le Celexipac. Donc ça, là, vous avez la liste des traitements de l'hypertension pulmonaire classés dans trois catégories. Et toute la problématique, ça va être de savoir quels traitements on utilise, comment on les utilise, et est-ce qu'on les utilise en association les uns avec les autres. Et enfin, comme vous savez, il y a des innovations thérapeutiques en cours, plus ou moins abouties. Et donc, une des innovations abouties, c'est le sotatercept, avec récemment donc, la publication de l'essai de phase 3, qui est très positive. Donc, le sotatercept, il va agir sur une voie de signalisation très impliquée dans le remodelage vasculaire pulmonaire, ce qu'on appelle la voie activine, qui fait partie de la voie TGF-bêta. Je ne vais pas entrer dans les détails. Sotatercept, c'est une injection en sous-cutanée toutes les 3 semaines, avec des essais, des résultats, des essais de phase 2 et phase 3 qui sont très prometteurs. Et donc, dans un avenir, j'espère, le plus proche possible, il y aura très probablement donc une quatrième classe de traitement qui va venir s'ajouter et qui va donc probablement aussi bouleverser la stratégie thérapeutique. Et ça, on verra dans les mois ou les années à venir. Deuxièmement, pour décider du traitement, on va évaluer donc la sévérité de l'hypertension pulmonaire au moment du diagnostic, mais également régulièrement au cours du suivi pour pouvoir adapter notre stratégie thérapeutique. Sur quoi on se base pour évaluer la sévérité de l'hypertension pulmonaire? Il y a plein de paramètres qu'on va utiliser. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Toute la difficulté, c'est d'utiliser ces paramètres en combinaison. Et donc ça, il y a eu beaucoup de travail sur les 10 dernières années à partir des registres, que ce soit le registre français, registre allemand, registre européen, etc., pour justement essayer d'utiliser ces paramètres de façon combinée, la façon la plus appropriée possible pour pouvoir adapter la stratégie thérapeutique. Sur quoi on se base? Donc, les éléments qui restent essentiels, et c'est des éléments toujours historiques, hein, c'est la classe fonctionnelle NYHA, c'est-à-dire votre dyspnée, ça repose sur un interrogatoire à chaque consultation pour pouvoir classer votre gène respiratoire en 4 groupes, classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Donc ça fait partie de l'interrogatoire systématique au moment du diagnostic et au cours du suivi. Le test de marche, qui a toujours été utilisé et qui reste également un examen essentiel au moment du diagnostic et au cours du suivi. Beaucoup plus rarement, chez certains d'entre vous, on va pousser les explorations et l'exercice jusqu'à une épreuve d'effort sur vélo pour pouvoir cette fois tester vos capacités à l'effort maximal.
Donc ça, on ne l'utilise pas de façon systématique, mais chez certains d'entre vous, dans des cas particuliers. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc des marqueurs biologiques qui vont être généralement le reflet de l'insuffisance cardiaque droite, et en particulier un marqueur que vous connaissez tous, qui est le marqueur BNP ou NT-proBNP, qu'on va doser de façon systématique au diagnostic et au cours du suivi. Et donc, on va combiner l'ensemble de ces paramètres et on va faire ce qu'on appelle une évaluation du risque. Et on va classer l'évaluation du risque. Faible risque, risque intermédiaire, risque élevé. Et en fonction de cette classification du risque, on va décider de la stratégie thérapeutique. Si on est sur une première prise en charge, est-ce que je vais mettre un traitement? Est-ce que je vais mettre 2 traitements? Ou est-ce que d'emblée, je vais mettre 3 traitements si je suis sur un risque élevé? De façon globale, la stratégie thérapeutique, elle évolue dans le temps en fonction des connaissances qu'on a. Et de façon globale maintenant, on privilégie de plus en plus des combinaisons de traitements d'emblée pour pouvoir taper plus fort dès le départ. Et ensuite, on va adapter la prise en charge en fonction de la réponse au traitement. Mais ça encore, ça va dépendre de plein d'autres paramètres. C'est pas parce que vous avez un traitement qu'on vous a sous-traité, parce qu'on va également prendre en compte votre type d'hypertension pulmonaire, mais également le dernier point que je vais aborder, les comorbidités. Et donc la décision, elle va dépendre aussi d'autres paramètres. Donc vous voyez, si on regarde la démarche diagnostique, on fait le diagnostic, on regarde, on fait le bilan étiologique, on instaure les mesures générales si nécessaire, diurétique si hypervolémie, rétention d'eau, oxygène si manque d'oxygène, la vaccination, etc. Et d'abord, on va regarder donc si vous avez également des comorbidités, une insuffisance rénale, une hypertension artérielle, un diabète, etc. S'il n'y en a pas, on va avoir une stratégie thérapeutique classique, c'est-à-dire qu'on va regarder justement votre niveau de risque, la sévérité. Si vous êtes à faible ou à risque intermédiaire, maintenant, dans les deux cas, on va généralement proposer une combinaison thérapeutique d'emblée de traitement par voie orale, c'est-à-dire un antagoniste des récepteurs de l'endothéline type bosentan ou ambrisentan, associé à un inhibiteur de la phosphodiesterase 5 type sildenafil ou tadalafil. Par contre, si vous êtes à risque élevé, mais là encore en fonction du contexte, éventuellement on va être amené à proposer d'emblée une trithérapie associant les deux traitements oraux avec un analogue de la prostacycline par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Donc ça, c'est très important. Et comme je disais, d'autres paramètres qui rentrent en compte dans la décision de stratégie thérapeutique, ce sont également les comorbidités. Et quand il y a des comorbidités, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, de l'insuffisance rénale, les recommandations actuelles proposent d'être un peu plus prudent dans l'instauration des traitements, de commencer éventuellement par un seul traitement, quitte à renforcer le traitement dans un second temps en fonction de l'évolution. Mais ça, c'est pas très clair en fait. Et donc, l'objectif là pour le réseau, c'est en cours, c'est d'essayer de mettre en place justement un essai thérapeutique pour bien répondre à cette question-là. Est-ce que quand on a des comorbidités, il faut vraiment commencer par un seul des traitements? Est-ce qu'il ne faut pas finalement, comme tout le monde, commencer par deux traitements? Ça reste une question qui est débattue. Donc, une fois qu'on a mis un traitement, ce qui est très important, c'est la réponse que vous allez avoir au traitement. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle, comme je le disais également sur le topo précédent, il faut un suivi extrêmement régulier et on va à chaque suivi regarder donc les paramètres dont je vous ai parlé qui permettent d'évaluer le risque. D'accord? Et ces paramètres qu'on va regarder, on va commencer par des paramètres qu'on dit non invasifs et éventuellement on va compléter par le cathétérisme cardiaque droit qu'on va répéter. De façon générale, lorsqu'on met un traitement et qu'on réévalue les choses 4 à 6 mois après l'instauration d'un premier traitement, on refait l'ensemble des examens qui permettent d'évaluer le risque. Classe fonctionnelle NYHA, test de marche, NT-proBNP, mais également cathétérisme cardiaque droit.
C'est très important parce que vraiment, ce qui va déterminer la suite, c'est pas tellement la sévérité au moment du diagnostic. C'est important, ça, pour la stratégie thérapeutique initiale. Ce qui est presque plus important, c'est comment vous allez répondre à une première ligne de traitement. C'est à ce moment-là que les choses sont absolument cruciales pour l'évaluation du risque. Et donc, on va s'aider de la combinaison des paramètres et pour pouvoir déterminer si vous avez une bonne réponse au traitement. Et on est de plus en plus exigeant dans ce qu'on appelle une bonne réponse au traitement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez à faible risque une fois qu'on a mis en route un traitement pour pouvoir poursuivre tout simplement le même traitement. Si vous restez à risque élevé ou ce qu'on appelle intermédiaire élevé, ce qui est sûr, c'est que là, on va discuter de rentrer dans un traitement maximal, si vous ne l'avez pas eu d'emblée, avec des prostacyclines, éventuellement du Vélétri en intraveineux. Si possible, là encore, ça dépend du type d'hypertension pulmonaire. Et si on est entre deux, dans le risque qu'on appelle intermédiaire faible, eh ben, on va soit rajouter le Selexipag, les agonistes récepteurs de la prostacycline, soit on va faire des petits changements au niveau des inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la stratégie thérapeutique actuelle au cours du suivi. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, à chaque bilan de suivi, d'évaluer votre risque. Et maintenant, on a des outils de plus en plus précis, de plus en plus performants, de plus en plus exigeants aussi, pour pouvoir évaluer votre réponse au traitement et pouvoir adapter ensuite votre prise en charge en fonction de votre réponse au traitement.